Maman a hurlé, tu n'es qu'un compte en banque avec un nom. Alors je suis parti. 2 mois plus tard, il me suppliait de sauver une maison que je n'ai jamais possédée. J'ai répondu, vous avez dépensé mes 50 000 €, maintenant dépensez votre silence. Mon nom est Aurélien et une nuit de mars à 2 heures, j'ai reçu un appel d'un hôpital de Montmartre, dans le sud de Paris. Vous êtes le seul contact familial joignable. Votre mère est dans un état critique. J'envoyais de l'argent pour soutenir ma famille depuis près de 10 ans. Les frais de scolarité pour ma sœur Clara, les réparations de voiture pour mon frère Léo, les médicaments pour mon beau-père Bernard. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que personne d'autre que moi n'avait jamais vraiment pris ses responsabilités. Et le soi-disant lien familial que je pensais préserver s'est avéré n'être qu'un contrat invisible que je n'avais jamais signé. Si un jour vous découvrez que votre famille n'a pas vraiment besoin de vous, juste de votre compte en banque, que feriez-vous? Laissez un commentaire si vous vous êtes déjà senti comme une obligation plutôt que comme faisant partie d'une maison aimante. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner car juste après cela, je vous raconterai ce qui s'est passé lorsque j'ai gelé le compte dont il dépendait pour survivre depuis tant d'années. Il y a 8 ans, je suis devenu la première personne de ma famille à décrocher un emploi à temps plein, un poste de comptable dans une entreprise de construction de taille moyenne dans l'ouest de Paris. Le salaire n'était pas élevé, mais il suffisait pour vivre décemment, rembourser mes prêts étudiants et avoir encore un peu pour économiser. Ma mère, Monique, m'a appelé le jour même où j'ai reçu ma première paie. Ma chérie, a-t-elle dit d'une voix légère comme une brise. Clara est sur le point de commencer l'école de design à Avignon, mais les frais de scolarité sont élevés. Je me disais que si tout le monde y mettait un peu du sien. Je n'ai pas demandé qui était tout le monde. J'ai seulement demandé combien. 3 000 €. Je l'ai envoyé. Sans contrat, sans condition, car c'était Clara, ma demi-sœur, élevée avec moi dans une petite maison grinçante à la périphérie de Lyon. Je me souviens encore de la fois où elle a été harcelée en CM2. C'est moi qui suis intervenu devant ces 3 grands garçons et qui ai crié, même si mes mains tremblaient. À l'époque, j'ai trouvé naturel d'aider Clara. C'est ce que font les familles. Mais le mois suivant, ma mère a rappelé. Léo a eu un pneu crevé. Tu sais, il travaille de nuit. Cette route est déserte et dangereuse. Je ne veux pas que quelque chose de mal arrive. Pourrais-tu l'aider avec la réparation? Encore. Cette fois, c'était 600 €. Je n'ai pas hésité. C'est devenu un cycle tacite. Les frais de scolarité du semestre suivant de Clara, l'essence de Léo pour aller au travail, les médicaments pour mon beau-père, un homme qui ne m'a jamais appelé fille. Puis ce furent les factures de services publics, les provisions pour les fêtes, Internet, les cadeaux d'anniversaire pour des parents éloignés que je n'avais même jamais rencontrés. Chaque fois que je demandais gentiment, « Maman, je suis un peu juste ce mois-ci », elle soupirait. Longuement et profondément. As-tu oublié qui t'a élevé toutes ces années? C'est juste un peu. Je te rembourserai, je promets. Mais rembourser est devenu un avenir qui n'est jamais venu. Je n'étais pas exactement naïve. Je savais qu'on comptait sur moi. Mais je n'arrêtais pas de penser que si j'étais assez patiente, assez bonne, assez généreuse, un jour il regarderait en arrière et dirait simplement « Merci, Aurélien ». Cela n'est jamais arrivé. Un matin d'été, je suis arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. C'était le jour de notre réunion trimestrielle du conseil, la plus importante de la saison. J'avais été chargé de présenter une proposition de restructuration budgétaire pour un projet majeur. La veille, je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour finaliser mes diapositives. Mon café était encore brûlant quand mon téléphone a vibré. C'était « Maman ». J'ai fait taire l'appel. Mais 3 secondes plus tard, un SMS est apparu, la facture d'électricité ce mois-ci est de près de 280 €. Ils sont sur le point de la couper. S'il te plaît, occupe-t'en maintenant. J'ai mordu ma lèvre. Rien que la semaine passée, j'avais déjà envoyé plus de 1100 €. Des frais de scolarité supplémentaires pour Clara, des médicaments pour Bernard, et un acompte pour l'atelier de développement personnel de Léo qu'il prétendait être une opportunité qui changerait sa vie. J'ai posé le téléphone, essayant de l'ignorer, mais 1 minute plus tard, maman a rappelé. Cette fois, j'ai répondu, j'ai un mal de tête lancinant, Aurélien. Tout me tombe dessus d'un coup. Il suffit de t'en occuper rapidement pour que tu puisses te concentrer sur ta réunion.
Je ne veux pas être un dérangement. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai transféré l'argent là, à la table de réunion. Mon patron l'a remarqué. Après la réunion, il m'a pris à part. Aurélien, je sais que tu es dévoué, mais lorsque tu présentes aux investisseurs et que tu jettes un coup d'œil à ton téléphone, que tu pianotes, cela ne donne pas une bonne impression. Il l'a dit gentiment. Mais quelques semaines plus tard, j'ai été remplacé. Ce soir-là, j'ai appelé à la maison. J'étais fatigué mais calme. Maman, j'ai perdu mon emploi. J'ai besoin de quelques semaines pour me remettre sur pied. Silence de l'autre côté. Puis elle a demandé, eh bien, qui va payer la facture d'électricité ce mois-ci? C'est là que j'ai réalisé que j'étais coincé dans un rôle qui n'avait jamais été écrit avec une ligne de remerciement pour moi. Après avoir perdu mon emploi à cause d'un virement bancaire en pleine réunion, j'ai finalement fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai ouvert une feuille Excel et j'ai commencé à enregistrer chaque euro que j'avais envoyé à ma famille. Au début, c'était de simples entrées. Facture d'électricité juin 275 €. Frais de scolarité supplémentaires pour Clara 1200 €. Médicaments pour Bernard 168 €. Mais à mesure que la liste s'allongeait, quelque chose en moi a commencé à se refroidir. Pas à cause de l'argent, mais parce que ces chiffres disaient la vérité qui avait toujours été cachée derrière le silence. Des chiffres de plus de 28 000 €. Pas un dîner avec moi à table. Pas une seule carte d'anniversaire écrite à la main. Jamais personne ne m'a demandé si j'avais assez pour vivre, comment je gérais mes prêts étudiants, mon assurance maladie, ou la vie seule dans un petit appartement dans le sud de Paris. J'ai essayé de dire non pour la première fois un après-midi pluvieux. Maman a envoyé un SMS. La pharmacie dit qu'aujourd'hui est la date limite. Ton père ne peut pas supporter cette douleur. S'il te plaît, envoie-le bientôt. J'ai répondu, les mains tremblant comme un enfant qui sèche l'école pour la première fois. Maman, je suis à court d'argent. Je ne serai payé que ce week-end. Sa réponse est arrivée en moins de 3 minutes. Je t'ai porté pendant 9 mois et maintenant quand je te demande une petite chose, tu deviens avare. Je suis resté figé, regardant ces mots comme si quelqu'un avait renversé mon cœur sur la table. Ils n'appelaient pas sa culpabilisation. Ils appelaient ça la famille. Après cela, il y a eu les questions que je continuais à me poser. Est-ce vraiment de l'amour? S'il s'accompagne toujours de dettes et de honte. Puis Léo a eu son tour. Tard dans la nuit, après que j'ai fini de soumettre un rapport fiscal pour un client majeur et que j'étais sur le point de me laver pour aller au lit, mon téléphone a sonné. Salut, ma sœur. Léo a commencé, comme s'il ne m'avait pas déjà fait couvrir ses dettes 2 fois auparavant. J'ai besoin d'une chance. J'ai cette idée de dropshipping. Mon copain lance une boutique Shopify. J'ai juste besoin d'environ 900 € pour un ordinateur portable afin de pouvoir faire les designs. Je te rembourserai. Tu sais que je le ferai. Oh, je savais très bien. La dernière fois que Léo a demandé de l'argent pour démarrer, j'ai découvert qu'il l'avait tout dépensé dans un petit casino de Clermont-Ferrand. Je me souviens de la photo sur Instagram d'un ami. Léo souriant à une table de poker, bière à la main, avec la légende « Tout est à moi, bébé ». À l'époque, j'ai pensé la même chose. Oui, tout est à moi, mais c'était mon argent. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Mais le lendemain matin, ma mère a appelé, pas pour demander si j'allais bien, pas pour me rappeler de prendre mon petit déjeuner, mais Léo dit, tu es froide. C'est ton vrai frère après tout. Si tu ne peux pas aider, sois au moins gentille. Ne lui donne pas l'impression qu'il n'a personne. Clara était plus subtile. Elle a envoyé un email. Objet, j'ai besoin de toi comme je n'ai jamais eu besoin de personne. Le message était une lettre de 2 pages sur une grave crise psychologique qui, selon Clara, provenait de la pression de l'enfance, de la comparaison constante avec moi, et de l'amour conditionnel. Elle a dit qu'elle essayait de guérir et qu'elle avait besoin d'assister à une retraite dans un centre de thérapie psychologique en Provence. Au bas de l'email se trouvait un lien vers un endroit appelé le refuge des âmes. Images lumineuses, cascades, yoga sur des falaises, thérapie par pierre chaude, méditation sonore, et même un service de détox au jus à 700 € par semaine. J'ai fini de lire à l'intérieur, non pas parce que je ne croyais pas qu'elle avait souffert, mais parce que je savais qu'ils n'avaient pas besoin que je partage leur douleur.
Ils avaient besoin que je la paie. J'ai transféré une partie, près de 1500 €, marqué « Dépenses d'urgence ». Cette fois, ai-je dit clairement. Une seule fois, Clara. Elle a répondu immédiatement avec un emoji de cœur. Je savais que tu comprendrais. Tu es vraiment la lumière de cette famille. J'ai ouvert la feuille Excel, j'ai ajouté une nouvelle ligne, Clara, retraite en Provence 1487 €. Et je l'ai marquée en rouge. La première ligne que j'ai jamais surlignée, non pas pour la faire ressortir, mais pour m'en souvenir. Un autre morceau de moi avait été pris sans être nommé. J'avais l'habitude de croire que la maison sur la rue des Lilas faisait partie de l'amour que je donnais à ma mère, un endroit stable dont elle avait toujours rêvé après 2 divorces et une vie de difficultés. Le jour où j'ai versé la compte pour cette maison, ma mère a pleuré. Elle a dit, « Aurélien, je n'aurais jamais pensé avoir un toit décent au-dessus de ma tête sans avoir à me battre pour l'avoir. » Je me tenais dans la cour en regardant la maison en briques rouges avec un porche large, un grand érable ombrageant la fenêtre du salon, et je me sentais bien. Le nom sur l'acte de propriété portait clairement Aurélien Dubois, propriétaire. Mais je ne l'ai jamais mentionné. Je lui disais toujours, « C'est à toi, maman. Traite-la comme ta propre maison. » Mais un après-midi début octobre, j'ai reçu une lettre d'une banque. Pas ma banque. Mon nom figurait sur les documents, mais je n'avais rien soumis. C'était une demande de prêt hypothécaire sur la maison. Le montant, 32 000 €, approuvé 2 mois auparavant. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai appelé un conseiller financier que je connaissais. Après vérification, il a confirmé. La maison est maintenant sous une deuxième hypothèque. La personne qui a signé est Monique Dubois, mais le propriétaire légal, c'est vous. Ce qui signifie que vous êtes responsable si elles font défaut. Je suis resté figé dans ma voiture pendant près de 30 minutes. Un frisson s'est propagé de mes paumes jusqu'à ma gorge. J'ai tout de suite su. Et j'ai aussi su que ma mère ne l'avait pas fait par ignorance. Elle avait été trésorière de paroisse pendant plus de 10 ans. Elle savait quelle signature avait un poids légal et qui en porterait les conséquences. Ce soir-là, je suis allé à la rue des Lilas sans prévenir. La lumière du porche était toujours allumée. La porte était déverrouillée. L'odeur de la nourriture flottait de la cuisine, riche en beurre et en poivre noir. Léo était sur le canapé, pieds sur la table basse, jouant aux jeux vidéo. Clara n'était pas là. J'ai frappé doucement, puis je suis entré. Ma mère s'est tournée de la cuisine, surprise. Aurélien. Oh, tu ne m'as pas dit que tu venais. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai posé le dossier sur la table. Pourquoi as-tu hypothéqué la maison? Tu sais qu'elle est à mon nom. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis s'est tournée vers Léo. Va dans ta chambre. Mais Léo s'est penché paresseusement. Ne t'en fais pas. Je sais déjà. C'est à propos de ce prêt, non? J'ai regardé ma mère. Elle a haussé les épaules et a soupiré. Je savais trop bien. Celui qui signalait qu'elle entrait dans son rôle de victime. Léo a eu un petit problème. Léo a eu un petit problème. Il a contracté un prêt à intérêt élevé. J'ai juste essayé de l'aider. J'ai senti mon sang affluer à mon visage. En signant mon nom sur une demande de prêt hypothécaire. Elle a levé les yeux au ciel. Je n'ai pas signé ton nom. J'ai utilisé la maison. J'y vis. Toi non. Alors pourquoi tu en fais ton problème? J'étais sans voix. Cette maison? Je l'ai achetée. Je l'ai remboursée avec des heures supplémentaires, des primes, les seules économies que j'avais après 10 ans de travail. Mais pour elle, c'était simplement l'endroit où elle vivait. La propriété était sans importance. J'ai essayé de rester calme. Vous avez 2 choix. Premièrement, me rendre la maison pour que je puisse la vendre, ou deuxièmement, j'amène mon avocat. Son visage a changé instantanément. Tu le ferais? Tu jetterais ta propre mère après tout ce que j'ai fait pour toi? Après t'avoir élevé, c'est comme ça que tu me rembourses? Mes poings se sont serrés, ma voix tremblait. Personne ne rembourse l'amour en étant entraîné dans une dette à laquelle il n'a jamais consenti, maman. Elle a éclaté en larmes, puis m'a regardé, les yeux rouges et pleins de ressentiment. Si tu prends cette maison,
je dirai à toute la famille que tu as abandonné ta mère à l'article de la mort. Ce n'était pas la menace. C'était la réalisation que cela avait toujours été en elle. Elle était prête à fabriquer un mensonge pour protéger ce qu'elle favorisait vraiment, et je n'en faisais jamais partie. J'ai quitté la maison en silence. Le lendemain même, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat personnel. J'ai apporté tous les documents, papiers d'achat, historique des transferts, relevés d'activités hypothécaires non autorisées. Il m'a regardé et m'a demandé, « Aurélien, êtes-vous prêt à poursuivre votre mère en justice ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis rentré à pied sous la pluie. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé une enveloppe laissée à ma porte. C'était une lettre de Clara. Le papier était fin, l'encre maculée par l'humidité. J'ai reconnu son écriture. « Je suis désolé, Aurélien. Maman l'a caché parce qu'elle ne voulait pas que tu t'inquiètes, mais elle a un cancer à un stade avancé. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. C'est toujours notre maman. » Je me suis effondré sur le seuil, la lettre froide dans ma main. Réponse. Personne ne l'avait mentionné auparavant, et je ne savais pas si c'était vrai ou une autre embûche émotionnelle. Encore une fois, je me suis assise recroquevillée dans une chaise en plastique dans la salle d'attente des urgences, mon manteau drapé sur mes épaules, même si la climatisation était coupée depuis plus de 30 minutes. L'horloge murale indiquait 2h43 du matin, et le bruit des pas des médecins résonnait régulièrement dans le couloir blanc. J'étais là depuis près d'une heure. Quand l'infirmière est sortie, je me suis immédiatement levé. Une petite femme, les yeux ombragés derrière des lunettes épaisses, m'a regardé et m'a demandé de confirmer à nouveau. « Vous êtes la fille de Monique Dubois. » J'ai hoché la tête. Elle a souri doucement, mais n'a pas semblé inquiète. Nous l'avons stabilisée. Elle n'est pas dans le coma, juste sévèrement déshydratée et épuisée. J'ai dégluti difficilement. Qu'en est-il du cancer ? Ma sœur a dit qu'elle était au dernier stade. L'infirmière a regardé son presse-papier, puis a secoué la tête. Il n'y a pas de diagnostic de cancer dans les dossiers médicaux les plus récents. Pas de chimiothérapie ni de visite chez des spécialistes dans le système de santé de l'État non plus. Cette urgence était due à des troubles digestifs combinés à une surdose de sédatifs et d'alcool. Je ne saurais jamais quand les ombres sombres se sont estompées dans le couloir. Mes yeux sont tombés sur une petite fissure dans le carrelage gris du sol. Une courbe délicate comme un mensonge gravé profondément dans les fondations. Lorsque le médecin traitant est arrivé, il a confirmé à nouveau, cette fois d'une voix plus basse. Elle n'a pas le cancer, mais son état mental semble instable. Il y a des signes qu'elle pourrait se mettre en danger. Je l'ai remerciée discrètement, puis j'ai demandé la permission de la voir. La chambre 314 était silencieuse, à l'exception du bip régulier d'un moniteur cardiaque. Ma mère était tournée vers le mur. La pièce sentait l'antiseptique et l'humidité rance d'une fatigue inexprimée. Je suis resté debout un moment, puis j'ai rapproché une chaise et je me suis assise au chevet. Je ne l'ai pas réveillée. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes messages, et j'ai fait défiler jusqu'à la lettre de Clara. La note trempée par la pluie que j'avais autrefois cru être des excuses sincères. J'ai appuyé sur appel. 2 sonneries puis 3. Elle a répondu, la voix embrumée, sans la moindre once d'inquiétude. « Aurélien, qu'y a-t-il ? » « Je suis à l'aéroport. » J'ai gardé le ton ferme. « Clara, maman n'a pas le cancer, » j'ai continué. « Il n'y a pas de dossier médical, pas de chimio, pas de spécialiste. Elle a fait une overdose de sédatifs et d'alcool. Elle est à l'hôpital maintenant. » Il y a eu un soupir de l'autre côté, comme quelqu'un qu'on interrompt pendant un massage. « Tu es là. » Bien. Maman a dit que tu viendrais. Donc c'est réglé. Je me suis figé. Réglé. Je suis en vacances. Au Costa Rica. J'ai besoin de me ressourcer. Cette dernière retraite n'a pas vraiment aidé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu m'as écrit que maman était en train de mourir. Tu m'as dit de ne pas aggraver les choses parce qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Tu as monté tout un scénario émotionnel pour me forcer à revenir. Son ton était indifférent, comme si je parlais d'un personnage d'un vieux film. Tu n'es pas venu à mon mariage il y a 3 ans. Appelons ça un échange.
De toute façon, j'embarque maintenant. Salut. Cliquez. L'écran du téléphone reflétant mon visage dans la douce lueur bleue de la lumière de l'hôpital. Aucune colère, aucune larme, juste une étrange prise de conscience. Je n'étais plus surprise. J'ai appelé Léo ensuite. Sans avertissement. Il a décroché après une seule sonnerie. Aurélien, comment va maman? Qu'a dit le médecin? Sa voix sonnait pressée, mais pas inquiète, comme s'il jouait un rôle. J'ai répondu lentement. Elle n'a pas le cancer. C'était une overdose, des sédatifs et de l'alcool. Il a eu un rire sec. Eh bien, c'est toujours dangereux d'une certaine manière. Vas-tu t'en occuper? Tu savais qu'elle n'était pas malade. Tu savais, n'est-ce pas? Léo n'a pas nié. Maman avait besoin que tu viennes. Tu es parti trop longtemps. J'ai ouvert les yeux, fixant ma mère, dormant paisiblement, comme quelqu'un qui n'avait jamais tissé un seul mensonge de sa vie. Vous, les gens, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez juste besoin que je sois responsable. Léo a baissé la voix, abandonnant le sarcasme. Tu es revenu. Alors aide maman une fois de plus. Tu ne veux pas que des étrangers pensent que tu es la fille qui a abandonné sa mère, n'est-ce pas? J'ai serré ma prise sur le téléphone. Même formule, culpabilité, devoir, réputation. J'ai posé le téléphone sur la table, puis je me suis tourné vers ma mère. La pièce était si calme que j'entendais chaque bip régulier du moniteur cardiaque. Je me suis assise là, les mains sur les genoux, le dos droit, ne me sentant plus comme un enfant réprimandé ou un adulte essayant de prouver sa dévotion. Pour la première fois de ma vie, je me suis assise au chevet de ma mère sans avoir l'impression que c'était mon travail de sauver qui que ce soit. J'avais quitté l'hôpital un peu après 6 heures du matin, le ciel était encore gris et la fraîcheur de la rosée matinale s'accrochait à mon manteau. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne me suis pas arrêté dans sa chambre à nouveau. En rentrant chez moi en silence, je n'ai pas allumé la radio ni appelé personne. Les lampadaires se sont lentement estompés à mesure que la faible lumière de l'aube prenait leur place. Le monde extérieur passait comme des souvenirs épars, et je me suis laissé dériver dans un souvenir que je n'avais jamais raconté à personne. C'était l'hiver de mes 29 ans. Je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable à Marseille pendant la haute saison de fin d'année. Cette semaine-là, j'ai pris 3 nouveaux comptes d'entreprise et j'ai souvent travaillé tard. Certaines nuits, je quittais le bureau à 1 heure du matin, mangeais un sandwich froid dans la voiture et dormais 3 heures avant de recommencer. Cette semaine-là, j'ai contracté une forte fièvre. Elle a persisté au-dessus de 39 degrés, avec des éruptions cutanées et un rythme cardiaque rapide. Je me souviens m'être recroquevillé sur le canapé du salon, une main tenant une serviette froide sur mon front, l'autre se connectant pour payer le 2e versement de la scolarité de Clara, plus de 1800 €. J'avais prévu de la reporter d'1 semaine. Attendre la paix, mais ma mère a appelé. Clara pleure. L'école a besoin du paiement maintenant. Peux-tu nous aider juste cette fois? J'ai essayé de garder ma voix ferme. Maman, j'ai de la fièvre. Je suis allé aux urgences hier matin. Le médecin a dit que j'avais besoin de quelques jours de repos. Elle a fait une pause de quelques secondes, puis a dit sèchement, si tu tombes malade maintenant, qui va s'occuper de cette famille? Cette phrase prononcée si négligemment m'a frappé comme une claque de glace. J'ai transféré l'argent, et cette nuit-là, je me suis retrouvé de retour aux urgences après m'être évanoui dans la salle de bain. Personne n'est venu. Pas de SMS demandant comment j'allais. Mais 2 jours plus tard, ma mère a envoyé un SMS, « Peux-tu couvrir la facture d'électricité? Ils sont sur le point de la couper. » Je n'ai jamais parlé de cette visite à l'hôpital ni de la longue ecchymose sous mon poignet due à la chute sur le lavabo lorsque je me suis évanoui. Je pensais être forte, mais la vérité était que j'avais été usée jusqu'à l'os. Je suis rentré vers 8 heures du matin. Le ciel s'était dégagé, le soleil filtrait à travers les rideaux couleur crème, projetant une douce lumière sur l'étagère où se trouvait ma plante monstra à moitié fanée. J'ai préparé une tasse de thé à la menthe poivrée, l'ai posée sur la table, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. La feuille Excel s'est chargée, interface familière, rangée de chiffres gris pâle. J'ai ajouté une nouvelle ligne. Date, 23 mars. Objet, facture d'hôpital pour maman. Pas de cancer. Montant, 0 €.
Remarque, ne plus réagir pour sauver quelqu'un quand je ne suis pas entière moi-même. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai tapé une ligne plus silencieuse que toutes les précédentes. Total transféré 54 217 €. Je suis resté immobile un moment, puis j'ai pris ma première gorgée de thé. Les saveurs fraîches se sont répandues sur ma langue et dans ma gorge comme un doux rappel. Une certaine douceur doit venir de soi-même. J'ai ouvert mon onglet bancaire. La section de paiement automatique affichait une liste de paiements récurrents programmés. Gaz, électricité, scolarité, assurance, internet de la maison de la rue des Lilas, près de Léo. Un par un, j'ai cliqué sur annuler. Chaque clic a été comme une fissure silencieuse en moi. Pas une fissure de douleur, mais une rupture avec de vieilles chaînes. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts, j'ai tapé sur le nom de maman, puis sur Léo, puis sur Clara. Pas de blocage, pas de suppression. J'ai désactivé toutes les notifications et je les ai déplacées pour qu'elles ne soient plus prioritaires, car je n'étais plus quelqu'un qui sautait à chaque sonnerie comme s'il s'agissait d'une urgence. J'ai envoyé un SMS à mon avocat. Je veux changer les bénéficiaires de mon testament. Supprimer tous les noms existants. Ajouter un fonds pour les femmes financièrement indépendantes. Moins de 10 minutes plus tard, il a rappelé d'une voix calme. Où souhaitez-vous que le fonds aille ? J'ai souri, jetant un coup d'œil à la plante dans le coin de la cuisine, qui faisait déjà pousser de nouvelles feuilles. Je ne sais pas encore, mais je veux commencer par moi-même. J'ai éteint mon téléphone, je suis retourné dans ma petite pièce ensoleillée et calme, et dans un bref moment de silence, j'ai réalisé que le silence que j'avais autrefois craint, cet espace vide où personne n'avait besoin de moi, était en fait le premier cadeau que je m'étais jamais fait. Environ 2 semaines après ma dernière assise en silence au chevet de ma mère à l'hôpital, j'ai reçu un message de Cédric, un vieil ami qui travaillait maintenant dans la division de contrôle de crédit d'une grande banque. Nous avions travaillé ensemble à Marseille, et bien que nos chemins aient divergé professionnellement, nous sommes restés en contact juste assez pour nous faire confiance sur des questions délicates. Le message était simple. Aurélien, il y a un compte de crédit ouvert sous votre nom à la succursale de Paris. Vous voudrez peut-être y jeter un coup d'œil. Ma poitrine s'est immédiatement serrée. Je n'avais jamais ouvert de compte dans cette succursale. Et j'étais certaine de ne pas avoir demandé de produit de crédit au cours des 6 derniers mois. J'ai appelé Cédric. Il a parlé rapidement, voix basse et mesurée. Je ne peux pas donner tous les détails par téléphone, mais vous devriez venir à la banque. Apportez votre pièce d'identité et vos relevés de compte. Je laisserai une copie interne pour que vous puissiez comparer. Ils ont utilisé votre nom complet, votre numéro de sécurité sociale et votre ancienne adresse de la rue des Lilas. Merci. Je viendrai demain matin. La nuit, j'ai fouillé dans de vieux dossiers, des copies de contrats, des lettres bancaires, des notes autocollantes déchirées que j'avais jetées dans une boîte de documents. Je me suis assise par terre, entouré de piles de papiers et de dossiers, le cœur calme et froid. Le lendemain matin, je suis arrivé à la banque comme prévu. Cédric m'a rencontré dans une salle de consultation et a fermé la porte avec soin. Sur la table se trouvait un relevé de compte imprimé, mon nom éplé correctement avec mon numéro d'identification et une signature qui n'était pas la mienne. Le compte avait été ouvert il y a près d'1 an, le but indiqué étant une aide financière temporaire à un membre de la famille en période de crise. Un nom apparaissait de façon répétée sur la liste des transactions. Stéphanie Martin. Cela donnait l'impression que quelqu'un m'avait attrapé la poitrine et l'avait serrée. Stéphanie Martin, le nom légal de Clara, ma demi-sœur, la même personne pour laquelle j'avais autrefois vidé mes économies, vendu mon ordinateur portable personnel, annulé mes seules vacances pour l'aider à payer ses frais de scolarité. J'ai demandé doucement, combien de transactions ? Cédric a tourné la page. 16 transactions majeures totalisant plus de 18 000 €. La plupart étaient des virements directs. Certaines étaient des avances de fonds. Le reste est passé par des services tiers. J'ai fermé les yeux. Je n'avais pas besoin de demander davantage. Je savais exactement ce qu'étaient ces tiers. Des retraites en Provence, des programmes de guérison dans les Alpes, et plus récemment cette escapade au Costa Rica que Clara avait mentionnée comme si c'était la chose la plus normale du monde. Quand j'ai rouvert les yeux, Cédric me regardait avec préoccupation. « Voulez-vous que nous gelions le compte et que nous procédions légalement ? » Pas encore. Je veux un relevé complet, les formulaires d'ouverture de compte, tous les documents connexes.
Plus c'est détaillé, mieux c'est. Et ne pas informer l'autre partie. Il a semblé un peu surpris, mais a hoché la tête. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? J'ai esquissé un léger sourire, le genre de sourire qui vient de la compréhension finale du système qui fonctionnait autour de moi depuis des années sans ma connaissance. Je suis en train de mettre fin à un rôle que je n'ai jamais accepté de jouer. Cette nuit-là, j'ai étalé tous les documents sur la table, je les ai organisés. J'ai imprimé 3 copies, une pour l'avocat, une pour la banque, et une que j'ai posée sur mon bureau juste à côté de la feuille Excel ouverte. J'ai regardé la dernière ligne de la feuille. Total transféré 54 217 €. Transaction frauduleuse totale 18 000 €. Remerciements totaux 0. J'ai ajouté une nouvelle ligne. Dommages totaux causés par le silence. Pas encore quantifié. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais pas parce que j'étais inquiète. Parce que je savais que demain, je commencerais quelque chose d'autre. Plus la fille souffrante, mais une femme qui comprend la valeur de la transparence. Je ne poursuivrai pas en justice. Je voulais leur donner la chance de l'affronter ouvertement. Plus de cachette derrière les liens familiaux. Plus de faux semblants que c'était une obligation. La manipulation n'est pas de l'amour, et je ne prétendrai plus le contraire. Je suis entré dans la salle d'événement à 19h13, juste au moment où un air de jazz familier jouait, et tout le monde était presque installé sur ses sièges. Personne ne m'a remarqué au début. Les lumières étaient concentrées sur la table principale où ma mère, Monique Dubois, était assise, rayonnante dans une robe lavande et son vieux collier de perles qu'elle ne portait que lors d'occasions importantes. 60e anniversaire, une étape importante, et pour ma mère, une chance de prouver une fois de plus qu'elle gérait toujours tout très bien, comme elle l'avait dit au téléphone à ma tante il y a 2 semaines. Ignorante du fait que j'avais entendu l'appel lorsqu'elle m'avait accidentellement appelé en FaceTime, je me suis tenu tranquillement près de l'entrée pendant un moment, observant. Clara discutait bruyamment avec 2 amis en tenue de designer à la table 3. Léo, dans une chemise blanche légèrement froissée, versait du champagne dans le verre d'une femme plus âgée que je ne reconnaissais pas. Tante Marguerite et oncle Gérard étaient là. Pasteur du pont de l'église paroissiale. Chaque personne avec sa propre histoire, sa propre boisson, son propre type de rire. Personne n'avait l'air d'être en crise comme leur message désespéré l'avait affirmé autrefois. Je suis entré. Personne ne m'a remarqué jusqu'à ce que j'atteigne la table principale et que je sorte un dossier beige de mon sac à main. Ce n'est qu'en le posant doucement sur la table, le papier heurtant doucement le bois entre les envolées de jazz, que les têtes se sont tournées. Clara m'a vu la première, les sourcils levés, clairement surprise. « Toi » a-t-elle murmuré, semblant moins confiante que d'habitude. Ma mère s'est tournée, ses yeux me parcourant comme un courant froid. « Aurélien » a-t-elle dit, goûtant le nom comme quelque chose laissé trop longtemps au réfrigérateur. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti un relevé bancaire imprimé, une copie couleur de la feuille Excel, et enfin 3 captures d'écran des transferts frauduleux effectués à partir du compte ouvert sous mon nom. Léo, ai-je dit calmement, la voix claire. Peux-tu dire à tout le monde ici ce que tu as dépensé près de 18 000 € au cours des 6 derniers mois? Léo a ri brièvement, un son moqueur. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai tenu le papier un peu plus haut. Transactions effectuées à partir d'un compte de crédit ouvert à mon nom à la succursale de Paris et de la Banque de France. Un compte vérifié à l'aide de l'idée de maman. Bénéficiaire principal. Stéphanie Martin. Le visage de Clara est devenu pâle. Quelqu'un à la table du fond a murmuré, « Qui est Stéphanie ?» Ça ressemble au vrai nom de Clara. Je me suis tourné vers ma mère, la voix toujours douce. Tu m'as dit un jour de ne pas revenir dans cette famille. C'était le jour où tu as hypothéqué la maison à mon nom pour couvrir les dettes de Léo sans me demander une seule fois. Maman s'est levée brusquement, la chaise raclant derrière elle. Aurélien, c'est mon anniversaire. C'est une affaire de famille. Comment as-tu pu? Je ne suis pas venu pour célébrer, maman. Je suis venu pour les questions auxquelles personne dans cette famille n'a jamais voulu répondre. J'ai posé la feuille Excel sur la table. Au cours des 3 dernières années, j'ai transféré plus de 54 000 € à cette famille pour l'école, les factures médicales, les réparations de voitures, et même les soi-disant retraites de guérison de Clara. Seule la dernière était au Costa Rica, un complexe 4 étoiles, massage aux pierres chaudes, nourriture bio.
Clara a serré son verre de vin plus fort. J'ai croisé son regard et j'ai demandé, tu appelles ça de la thérapie ou des vacances déguisées? Elle a murmuré. Tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais vécu un jour où ton nom n'est mentionné que lorsque quelqu'un a besoin d'argent. Maman m'a traité d'ingrate. Mais qui a falsifié mon nom pour un prêt? Qui a utilisé mes informations pour ouvrir des comptes de crédit sans demander? Et qui est assise ici maintenant, souriant, levant des verres comme si de rien n'était? Léo s'est avancé, la voix froide. Alors, que fait-on maintenant? Tu vas nous dénoncer? Embarrasser maman? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Devant toute la famille? Je vais les laisser voir par eux-mêmes. J'ai sorti de mon manteau une pile de photos. Des tirages des caméras de sécurité de la banque. Clara retirant de l'argent à un distributeur automatique. Léo signant pour une avance de fonds. Ma mère remettant des documents d'identité portant mon nom. Je ne fais pas ça par haine, ai-je dit doucement. Je fais ça pour la vérité. Pour tous ceux dans cette famille qui se sont déjà assis en face de moi, m'ont tenu la main et ont dit, nous t'aimons. J'ai tout laissé sur la table. Derrière moi, pas d'excuses, même pas un murmure me demandant de rester. Seulement la voix de ma mère. Tremblante, froide, familière. Tu regretteras ça, Aurélien. Un jour, tu le regretteras. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de plus de preuves pour savoir que je ne faisais plus partie de l'histoire qu'il se racontait. J'ai reçu un SMS de ma mère le lendemain matin pendant que je préparais du café dans ma petite cuisine. S'il te plaît, n'en fais pas quelque chose de plus gros que ce que c'est déjà. J'ai eu tort. Mais ne porte pas ça devant les tribunaux. Puis un appel manqué. Puis un autre message plus long. Les mots tendus. Tu ne comprends pas, Aurélien. Je ne l'ai pas fait pour te faire du mal. J'avais juste peur de tout perdre. Si tu nous attaques en justice, nous perdrons la maison. Léo ne s'en remettra pas. Je t'en prie. Nous sommes une famille. Je me suis assise, les doigts encore chauds de la tasse. Les yeux fixés sur les mots, nous sommes une famille. J'avais tellement cru cela que j'avais laissé ma propre logique s'éroder sous le poids de ce mot. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dossier en cuir rangé dans mon bureau. À l'intérieur, il y avait tout. Relevé bancaire, photos, signature falsifiée, impression Excel, et la lettre de confirmation de Cédric. Je les ai posés sur la table, parcourant chaque page comme un auditeur examinant un dossier une dernière fois avant de le valider. Vers 11 heures, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu presque immédiatement. Aurélien. Sa voix était clairement empreinte de larmes. Je ne vais pas poursuivre. Un battement de silence. Puis un souffle, soulagé, comme quelqu'un échappant à une condamnation. Merci, ma chérie. Je savais que tu tenais toujours à moi. Je l'ai interrompu. Ce n'est pas parce que je tiens à toi. C'est parce que je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai besoin de limites. Tu as utilisé mon nom pour contracter des dettes, menti à la banque, ouvert un faux compte de crédit avec mes informations, envoyé de l'argent à Léo, et couvert Clara sous un autre nom. Je pourrais porter plainte et tu le sais. De l'autre côté, silence, pas de déni, pas d'excuses. J'ai continué, la voix ferme, lente et calme. J'ai tout envoyé à mon avocat, non pas pour porter plainte, mais pour retirer mon nom de tous les actifs partagés. Je ne veux pas être mentionné sur la maison de la rue des Lilas. Je ne veux pas être lié à des prêts. Et je veux que toi, Léo et Clara, à partir d'aujourd'hui, coupiez tout contact. Elle a halté. Tu parles comme si tu ne faisais plus partie de cette famille. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair. Un brin de lavande sur le balcon oscillait doucement dans la brise matinale. Ce n'est pas que je me retire de la famille. C'est que cette famille n'a jamais vraiment été la mienne. Sa voix tremblait. Ce que tu dis. Ça fait mal. Alors, qu'est-ce que tu pensais que je ressentais ces 10 dernières années? Être rappelé seulement quand il y avait une facture à payer. J'ai laissé le silence s'installer complètement avant de terminer. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Pas besoin de pleurer. Tu as juste besoin de comprendre que désormais,
je ne suis plus celle qui nettoie après tes erreurs. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. 1 heure plus tard, j'ai envoyé un email à mon avocat enjoignant l'ensemble complet des documents avec ses instructions spécifiques. Soumettre une demande formelle de renonciation à la propriété de la maison de la rue des Lilas, transférant le titre légal complet à Monique Dubois. Confirmer la clôture de tous les comptes joints, y compris tout enregistrement bancaire, de crédit ou de transaction impliquant mon nom. Mettre à jour mon testament personnel pour supprimer tous les noms des personnes impliquées dans la fraude d'identité ou la manipulation financière. Demander des mesures de protection de crédit. Geler mon profil auprès des 3 principaux bureaux de crédit pour empêcher toute utilisation abusive future. Lorsque j'ai cliqué sur envoyer, j'ai senti quelque chose en moi se détendre. J'avais enfin dit à voix haute ce que j'avais silencieusement enduré pendant des années. Ce silence n'est pas la même chose que le pardon, et la gentillesse ne signifie pas que je manque de limites. Avec une nouvelle tasse de thé à la main, je me suis dirigé vers le balcon et j'ai ouvert la porte. L'air printanier a pénétré, frais, mais pas âpre. Je me suis tenu là tranquillement, regardant la lumière du soleil tomber sur le rebord de la fenêtre, pensant à toutes les choses que j'avais laissées partir sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit ou de gagner. 2 mois plus tard, j'ai déménagé dans un petit appartement près du lac d'Annecy, dans l'ouest de Paris. 3e étage, balcon face à l'eau, où chaque matin je pouvais entendre les hirondelles planer au-dessus des tuiles et voir le soleil scintiller comme s'il respirait. J'ai arrêté d'activer les notifications, j'ai arrêté de consulter les messages dès mon réveil. La vie ne tournait plus autour de l'urgence des excuses, des explications ou des demandes. La vie, ce sont maintenant des matins qui commencent par le doux grattement de mon chaton à la porte de la chambre. Je l'ai appelée graine parce qu'elle était de la même couleur gris pâle que le grain de début de saison et l'odeur de menthe fraîche que je cultivais dans un pot en terre cuite près de la cuisine. J'ai fait pousser des oignons verts, du persil, quelques petites tomates. Pas grand-chose, mais assez pour occuper mes mains pendant que mon cœur réapprenait à être calme sans attendre la vibration de quelqu'un d'autre pour me dire que j'avais de l'importance. J'ai pris un emploi à temps partiel au centre communautaire pour femmes de la ville où j'ai animé des cours de finances personnelles pour des femmes exploitées par leur propre famille. Elles arrivaient sur la défensive, portant des relevés de comptes chaotiques et des histoires qui, une fois que je les entendais, je savais qu'elles avaient autrefois porté un visage comme le mien. Je n'ai pas tout partagé, juste assez pour leur faire savoir que l'on peut survivre sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Ce soir-là, en rentrant chez moi, une lettre manuscrite se trouvait soigneusement dans ma boîte aux lettres dans le couloir. Le nom en cursive douce, E. Dubois, de Granville. Je ne me souvenais pas complètement du nom. Peut-être un parent éloigné. Peut-être quelqu'un qui m'avait entendu parler lors d'un atelier. J'ai déchiré l'enveloppe. Juste quelques lignes sur du papier uni. J'étais autrefois l'Aurélien d'une autre famille. Je pensais devoir rester silencieuse pour maintenir la paix. Grâce à toi, j'ai choisi de sortir d'un rôle pour lequel je ne m'étais jamais inscrite. Mon frère m'a traité d'égoïste. Mais pour la première fois, j'ai dormi toute la nuit. Merci. J'ai plié la lettre, je n'ai pas répondu. Je savais que parfois le silence est la réponse la plus claire et la plus complète. Le vent du lac s'est levé. J'ai entendu les rideaux papilloter, le doux tube de graines sautant sur le canapé, la bouilloire qui commençait à frémir. Et dans tous ces sons, celui que je chérissais le plus était l'absence d'un téléphone vibrant de panique de quelqu'un qui exigeait que je répare ce qu'ils avaient cassé. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans ma situation où votre silence était pris pour de la soumission et votre gentillesse traitée comme une obligation? Vous êtes-vous déjà retrouvé à tout tenir ensemble pour ensuite être la première à vous effondrer? Si vous avez vécu dans une famille où l'amour venait avec des conditions, où vous étiez forcé de payer le prix juste pour être appelé l'une des vôtres, j'espère que cette histoire vous rappellera que vous n'êtes pas seul. Partagez vos pensées ci-dessous. Que feriez-vous si vous étiez Aurélien? Croyez-vous que parfois une limite est une forme d'amour? Et si une partie de ceci a parlé à quelque chose de profond en vous, appuyez sur suivre. Il y a plus d'histoires réelles à venir sur la famille, les limites, les choix, et ce genre de dignité tranquille que nous construisons pour nous-mêmes.